En juillet 1969, en Floride, une incroyable déflagration perturbe le calme matinal. Une explosion équivalente à la force de 200 tonnes de TNT marque le début de l'un des plus ambitieux défis de l'histoire. La première mission de l'homme sur la Lune. Nous pensons tous connaître le récit du formidable succès d'Apollo 11. Pourtant, derrière cette légende se cache une autre histoire bien différente. Celle d'une mission qui a frôlé la catastrophe. Près de 40 ans après, des hommes de cette célèbre aventure racontent ce qui s'est réellement passé lors du premier voyage sur la Lune. Nous allons découvrir que le module lunaire avait perdu le contact avec la Terre, qu'il n'avait presque plus de carburant en s'approchant du cratère lunaire, que les astronautes ont cru voir un ovni dans l'espace, événement gardé secret jusqu'à nos jours. Des documents confidentiels révéleront que face au risque de perdre l'équipage, le président Nixon avait préparé une allocution dans l'urgence. Et nous vous dévoilerons comment, grâce à un stylo, les astronautes ont réussi à revenir sains et saufs. Ce documentaire est le témoignage d'hommes qui ont vécu cet exploit. L'histoire inédite de la mission d'Apollo 11. Nous sommes le 16 juillet, à 4 heures du lancement. L'équipage d'Apollo 11 se prépare à la plus dangereuse mission de l'histoire. Le premier alunissage. Dans leur quartier, les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins prennent leur petit déjeuner avant les dernières vérifications de leur combinaison et de leur équipement. En apparence calmes, ils sont pourtant très tendus. Buzz Aldrin, le pilote de la mission, se souvient de l'ambiance qui régnait. Je n'ai pas beaucoup dormi sachant ce qui allait se passer le lendemain. Il devait y avoir suffisamment d'adrénaline dans les veines des astronautes pour plusieurs missions sur la Lune. L'équipage a raison d'être nerveux, car même s'ils l'ignorent, sur le pas de tir, des techniciens s'acharnent pour réparer une dangereuse anomalie sur l'immense lanceur Saturne V. C'est la fusée la plus lourde et la plus puissante jamais construite. Ces réservoirs contiennent plusieurs millions de tonnes d'un carburant hautement explosif. Mais il y a une fuite. 120 feet below, technicians still working on a leaking valve that replenishes the hydrogen fuel supply for the Saturn V rocket. Des fuites de carburant ont déjà jalonné la mise au point du Saturne V. Une petite étincelle sur le pas de tir pourrait détruire la fusée et tuer son équipage. Gene Kranz, le directeur du vol, surveille le compte à rebours dans la salle de contrôle à Houston. Il est conscient des risques. La routine n'aura jamais sa place dans une mission spatiale, car il y a tout de même des hommes au-dessus d'une énorme quantité d'un carburant très explosif. Mais résoudre dans l'urgence des problèmes dangereux fait partie des contraintes liées au programme spatial. La fusée doit décoller à l'heure. Pendant des années, l'équipe d'Apollo a travaillé de longues heures pour réaliser le rêve du président Kennedy. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Tout ce que nous faisions était lié à l'objectif d'aller sur la Lune avant la fin de la décennie. J'ai travaillé 20 heures par jour pendant des semaines. C'était plutôt stressant et très intense. T-minus 2 hours, 33 minutes, 45 seconds and counting. This is Kennedy Launch Control. Il reste peu de temps pour réparer la fuite. La NASA décide pourtant de faire monter les astronautes à bord, tandis que la réparation se poursuit.
At this time, the time crew for Apollo 11 has boarded the high-speed elevator from inside the A-level in the mobile launcher. Je ne me souviens pas que l'on nous ait dit qu'il y avait une fuite d'hydrogène. Ils pensaient sûrement résoudre le problème, alors pourquoi nous alarmer? All still going well with the countdown at this time. Les minutes passent. Les techniciens semblent avoir réparé la fuite avec des clés à molette spéciales. La NASA décide de donner le feu vert pour le lancement. Apollo 11 décollera à l'heure. The swing arm now coming back to its fully retracted position. T-minus 4 minutes, 50 seconds and counting. La fuite d'hydrogène n'inquiète pas l'équipage qui est convaincu qu'il existe des systèmes de sécurité pour chaque type d'incident. Nous avions estimé nos chances de survie à 99%. 4 minutes and counting, we are go for Apollo 11. La mission comportait des risques importants, mais de nombreuses procédures avaient été prévues pour tout annuler en cas de souci. On avait dit aux astronautes que si une fuite provoquait une panne de moteur lors du lancement, leur capsule serait éjectée en sécurité loin de la fusée. Mais la vérité est tout autre. Un an avant la mission, des informations accablantes, dévoilées ici pour la première fois, sont distribuées à un groupe restreint d'officiels de la NASA. Ce rapport révèle que ce plan d'éjection n'est qu'une illusion. Un rapport sur la première séquence de lancement indiquait que, contrairement à l'entraînement et aux informations données à l'équipage, on ne serait pas en mesure de sauver les hommes si quelque chose tournait mal pendant les 2 premières minutes et demie du vol. Après la détection d'une panne catastrophique, il fallait 2 secondes au système d'abandon pour activer le système d'éjection. Si un moteur s'était éteint pendant la première séquence, en une demi-seconde, le vaisseau aurait commencé à se désintégrer. Il n'y avait donc aucun moyen d'arracher l'équipage du haut de cette boule de feu ascendante. Les hommes se préparent, ignorant totalement cette terrible réalité. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. Si la fusée avait explosé sur le pas de tir, elle aurait balayé une bonne partie de la Floride. 20 seconds and counting. Je dis toujours une prière pour l'équipage et mon équipe du contrôle de la mission afin de réussir le travail qu'on s'apprête à faire. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. Je voulais me souvenir de ce moment avant toute l'excitation qui s'ensuivrait. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tandis que la fusée quitte l'aire de lancement, les astronautes sont désormais les joueurs involontaires d'un formidable pari, dont l'enjeu est leur vie. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Au décollage, les moteurs de 150 millions de chevaux génèrent plus de bruit que 500 gros porteurs réunis. Pour l'équipage, toutefois, la capsule est un havre de paix. Aucun d'entre nous n'a entendu le bruit ou senti les vibrations provoquées par la mise à feu des moteurs. Il était très difficile de déterminer le moment précis du décollage. Il y avait bien sûr le compte à rebours, les échanges de communication et les chiffres sur l'ordinateur qui ont commencé à changer. C'était ça nos indices, en guise de réelles sensations physiques. We're through the region of maximum dynamic pressure now. Yeah, everything looks good here.
2 minutes et demie après le lancement, le puissant premier étage d'Apollo 11 a déjà propulsé les astronautes à une vitesse de 8600 km/h et à une altitude de 48 km. Downrange 35 miles, 30 miles high. Standing by for the outboard engine cut down now. Le carburant du premier étage est pratiquement épuisé. Il est largué à l'aide de boulons explosifs. Les moteurs du deuxième étage sont allumés. L'énorme lanceur fonce dans le ciel avec les astronautes à son bord. Il est guidé depuis la salle de contrôle à Houston, au Texas. Mais cette salle n'est pas aussi ultra-moderne qu'il y paraît. Les consoles étaient équipées de témoins lumineux, de petites lumières, qui reproduisaient la position des interrupteurs dans le vaisseau. On surveillait les manipulations de l'équipage sur l'ordinateur et nous avions les mêmes données qu'eux. En réalité, dans la salle de contrôle de la mission, nos consoles n'étaient pas équipées d'écrans d'ordinateur. C'étaient des écrans de télévision. Tous les caractères ou les chiffres étaient écrits à la main. Je veux dire par là qu'ils étaient projetés sur une diapo. Tous les écrans sont reliés aux ordinateurs centraux de la salle de contrôle. Même s'ils occupent tout un étage de l'immeuble, leur volume de traitement de données est infime. Tous les ordinateurs de la salle de contrôle réunis avaient plus ou moins la même puissance qu'un ordinateur portable actuel. Mais contrôler toute une mission dans l'espace grâce à la capacité d'un ordinateur portable est un luxe comparé à l'équipement à bord de la fusée. La capacité de l'ordinateur du vaisseau spatial se situait entre celle d'une montre à affichage numérique et celle d'un téléphone portable. Et elle avoisinait plus probablement celle de la montre. C'était très primitif. Dans la salle de contrôle, on trace la courbe de la progression de la fusée. Tandis qu'à 164 km d'altitude, Apollo 11 quitte l'atmosphère et entre en orbite autour de la Terre. La vitesse et l'intensité du vol de 10 minutes sont remplacées par la sérénité de l'espace. Les astronautes entament à présent la procédure d'une délicate manœuvre. Pendant son vol vers l'atmosphère sur Saturne V, le module lunaire était protégé par une enveloppe. Le module de commande et de service était positionné sur le dessus du tas, ou stack, comme on l'appelle dans notre jargon. Le module de commande et de service s'est séparé du troisième étage, puis a pivoté à 180 degrés pour s'arrimer au module lunaire. Loud and clear now, Mike, and we understand that you are docked. Ce module a déconnecté le module lunaire du troisième étage. C'est dans cette configuration que les deux vaisseaux se sont dirigés vers la Lune. Après avoir largué le dernier étage, l'équipage se prépare au voyage de 416 000 km vers la Lune. Tandis qu'Apollo 11 avance, des centaines de communications sont échangées entre le vaisseau et la Terre. Ne pas comprendre un seul des messages pourrait entraîner une catastrophe. Du plus jeune membre de l'équipe au directeur de la mission, tous subissent une pression énorme. On aurait dit du charabia à cause de l'intensité des communications. En même temps. Mes messages prioritaires étaient dans la boucle du directeur de vol. J'avais deux boucles de communication entre l'espace et la Terre. Il y avait les boucles de ma propre équipe de contrôle à leurs équipes de soutien. Mais avec de l'entraînement, on sait choisir celle qui est cruciale à notre travail. Pourtant, 3 jours et 320 000 km après le lancement, la salle de contrôle rate l'importance d'un message crypté des astronautes. L'équipage exige des informations sur la position du S-4B, soit le troisième étage de Saturne V.
Ce dernier avait été largué 2 jours plus tôt. Ce court message cache un événement extraordinaire. Apollo 11 n'est pas seul dans l'espace. Il y avait quelque chose là-dehors. C'était suffisamment près pour que nous puissions le voir, mais on ignorait ce que c'était. Un mystérieux objet avance aux côtés d'Apollo 11. Il ressemble à celui-ci, filmé lors d'une mission effectuée plus tard. Si l'objet n'appartient pas à la fusée d'Apollo, ça ne peut être qu'un ovni. Mike pensait pouvoir l'observer au télescope, et il a réussi. Quand l'objet était dans une certaine position, il était entouré de plusieurs ellipses. Mais quand Mike affinait le réglage de la lentille, on voyait une forme en L. Nous n'étions pas très avancés. La NASA ne savait pas grand-chose sur l'objet signalé par l'équipage. C'était à l'évidence un objet volant non identifié. Ces incidents n'étaient pas rares. Dans l'histoire des précédents vols en orbite terrestre, plusieurs équipages avaient déclaré avoir vu de tels objets. Malgré une vision claire de l'OVNI, l'équipage hésite à en informer la salle de contrôle. Il était évident qu'on n'allait pas s'écrier « Dites, Houston, quelque chose avance à côté de nous. On ne sait pas ce que c'est. Pouvez-vous nous le dire ?» C'était impossible. Nous savions que nos communications étaient entendues par de nombreuses personnes. Quelqu'un aurait pu nous demander de faire demi-tour pour cause d'extraterrestres ou pour toute autre raison. Nous avons donc décidé de ne pas leur dire. Mais par précaution, nous avons demandé à Houston où se situait le S-4B. Ignorant ce que les astronautes voient dans l'espace, la salle de contrôle communique la position à Apollo 11. Apollo 11, Houston, the S-4B is about 6,000 nautical miles from you now, over. Quelques instants plus tard, ils nous ont communiqué le chiffre de 11 000 kilomètres. Mais nous ne pensions pas que l'objet se situait aussi loin. Après l'avoir bien observé, on a décidé qu'il était temps de dormir et de ne plus parler de cet incident jusqu'à notre débriefing sur Terre. À ce jour, ce que l'équipage a vu n'a jamais été identifié avec certitude ou officiellement reconnu. La possibilité de rencontrer des extraterrestres dans l'espace doit être considérée de manière très sensée, positive et réaliste. Beaucoup d'astronautes qui sont partis dans l'espace par la suite ont été convaincus de l'existence des ovnis. Cela a quelque peu inquiété la NASA. Elle a obtenu des équipages qu'ils s'engagent à ne jamais parler publiquement de ces événements par crainte du ridicule. Après cette rencontre, les 3 hommes espèrent une bonne nuit de sommeil. Mais une surprise les attend. Un autre événement étrange va les perturber. Cette fois, elle ne vient pas de l'immensité de l'espace, mais de l'intérieur du vaisseau spatial. Je me souviens qu'alors que j'essayais de m'endormir, tout à coup, j'ai vu un éclair. Et avant que je puisse voir d'où il venait, il avait disparu. J'ai pensé que quelque chose venait de pénétrer à l'intérieur du vaisseau. J'en ai parlé à Neil et à Mike, qui m'ont dit en avoir vu une centaine. Pour l'équipage, les éclairs sont bien plus inquiétants que le mystérieux ovni. Dans l'espace, tout objet pénétrant le vaisseau pourrait entraîner un désastre. À son retour, Aldrin en parle à la NASA. Ils en ont conclu qu'il s'agissait de particules Z, c'est-à-dire une particule lourde qui à haute vélocité peut pénétrer le vaisseau, les hommes et endommager les cellules nerveuses et le cerveau, mais seulement à très long terme. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne connaissent pas vraiment les effets à long terme des particules Z sur le corps humain.
Apollo 11 poursuit son voyage sous le bombardement continu des particules. Mais le pire est à venir. L'appareil entre en orbite lunaire à 416 000 km de la Terre. Les astronautes se préparent pour ce qui va être la plus dangereuse et imprévisible étape de la mission, la descente sur la Lune. Les contrôleurs et les techniciens étaient habituellement très bavards. Ils faisaient toujours des blagues ou des plaisanteries. Ce jour-là, ils étaient très sérieux. Je ne les avais jamais vus comme ça. Tous avaient compris que le grand moment était enfin arrivé. C'était le moment crucial de la mission. On devait se donner à fond. On allait se poser sur la Lune. Apollo 11 est en orbite à 130 km au-dessus de la surface de la Lune. Neil Armstrong et Buzz Aldrin pénètrent dans le module lunaire avant de se désarrimer, laissant Collins dans le module de commande. Le plus étrange vaisseau spatial de tous les temps, le module lunaire surnommé Eagle, est reconnu dans le monde entier comme un miracle d'ingénierie. La salle de contrôle sait toutefois que malgré son concept de haute technologie, il a également des faiblesses. Le poids total en charge du module lunaire était d'environ 15 tonnes. Pour réduire son poids, l'enveloppe du module était très mince. Le poids total était un élément crucial qu'il fallait toujours prendre en considération. Si on appuyait fortement avec le doigt sur l'enveloppe du module, on pouvait la transpercer. Elle avait l'épaisseur de 2 couches de papier aluminium. Il fallait faire attention de ne pas la toucher avec des objets pointus. Mais l'enveloppe fragile n'est pas le seul danger. Sa mise au point avait été marquée par de sérieux problèmes et des pannes. Un incident a d'ailleurs failli coûter la vie à Neil Armstrong. Lors de l'entraînement, il avait testé 2 prototypes bizarres qui recréaient les conditions de gravité sur la Lune. Pour former l'équipage, nous avions utilisé 2 modules d'entraînement, celui servant à l'alunissage et le module lunaire de recherche. Ce dernier était suspendu à des câbles, il était très sûr et n'avait pas de moteur. Mais le module d'alunissage était plus inquiétant et complexe. Buzz Aldrin avait eu des doutes sur le module lunaire d'entraînement. Je sentais qu'il fallait faire très attention en utilisant ce module. Si on ne coupait pas complètement la poussée dans la descente, on pouvait manquer de carburant plus vite que prévu. Neil Armstrong devait utiliser la réplique motorisée du module lunaire pour répéter l'approche de la surface de la Lune. Et comme toutes les machines fabriquées par l'homme, elles tombent parfois en panne. Malgré le désastre, les patrons de la NASA sont impressionnés par les réactions rapides de Neil Armstrong. Neil Armstrong était assuré de participer à la mission d'Apollo 11, car il avait réussi à sauver sa vie en s'éjectant à une fraction de seconde de la mort. Il n'y a pas de deuxième chance dans l'espace. Neil Armstrong et Buzz Aldrin doivent piloter le vrai module lunaire sans aucune erreur et suivre la trajectoire prévue dans l'obscurité de la face cachée de la Lune avant l'atterrissage final. Ils rencontrent immédiatement des problèmes. Dès que le module est réapparu de derrière la Lune, nos données indiquaient qu'il n'était pas sur la bonne trajectoire. Mon officier de guidage, Steve Balls, a lancé que nous avions atteint la moitié du point limite, au-delà duquel la mission devait être abandonnée. On semblait être à côté de notre vitesse radiale. Dès qu'il a prononcé les mots « à mi-chemin de la limite d'abandon », toutes les communications ont cessé. Nous ne pouvions plus communiquer avec le module lunaire. Sans communication ou données informatiques, la salle de contrôle ne peut pas surveiller les systèmes du module ou contrôler sa descente.
ils essaient désespérément une autre solution. Les communications sont déviées vers le module lunaire via Mike Collins, dans le module de commande resté en orbite. Le contact est rétabli. Entre l'équipage et la Terre, le signal est faible, mais il ne va pas durer. Je devais décider si nous avions assez d'informations pour poursuivre l'alunissage. 5 minutes avant la descente, j'ai soumis mes contrôleurs à la procédure du go, no go, autrement dit, le feu vert ou non. Mais nous avions de nouveau perdu des données. J'ai alors demandé leur avis en se basant sur leurs dernières informations valables. All flight controllers, go, no go for landing. Retro, go, Fido, go, guidance, go, control, go, Telcom, go, GNC, go, Econ, go, Surgeon, go, Capcom, we're go for landing. Dans le balai des communications, le module lunaire commence à se positionner pour la descente. Get that Telcom, you're a go. You go to continue power descent. You're a go to continue power descent. Cela ressemblait à une sorte de contrôle de l'orbite. Imaginez plutôt une voiture descendant une longue route de montagne et son conducteur qui ajuste la vitesse grâce aux freins pour ne pas aller trop vite. Pour éviter de s'écraser sur la Lune, le module lunaire active son radar d'atterrissage pour déterminer avec exactitude son altitude. Okay, we got data back. Radar flight looks good. Right. Le radar a commencé à corriger la différence entre la position et la vitesse du module par rapport aux estimations de l'ordinateur. Et au fil de la procédure, ce chiffre se réduisait petit à petit. Mais allumer le radar déclenche une série d'incidents catastrophiques. L'alunissage déjà compliqué se transforme en crise majeure. Saturé par les données du radar, le petit ordinateur à bord du module plante. Au lieu de donner des informations vitales à l'équipage, il affiche un avertissement de surcharge importante. La première alarme était celle d'un dépassement de capacité. L'ordinateur recevait trop de données. On n'aime pas ce genre de message d'alerte parce qu'il ne doit pas se déclencher en vol. Ce minuscule ordinateur recevait beaucoup d'informations, mais il n'arrivait pas à tout comprendre. Il a tout arrêté et a cessé de fonctionner. À bord du module lunaire, les astronautes sont sidérés. On lisait les informations sur la vitesse ou le mouvement au-dessus de la surface. Puis, elles ont disparu. Au lieu de cela, l'ordinateur affichait un code erreur d'alarme. C'était perturbant et gênant. On se demandait ce que cela voulait dire. Mais il y a plus perturbant encore. Personne dans la salle de contrôle ne sait ce que signifie ce code. Désespéré, il s'adresse à Jack Garman, un génie de l'informatique de 24 ans qui est dans la salle de soutien et lui demande son avis quant à la poursuite de la mission. Quand l'alarme s'est déclenchée, j'étais probablement le seul dans la salle de contrôle à savoir ce que c'était. Par pure chance, Jack Garman avait croisé ce code d'alarme lors d'une simulation à l'entraînement et avait noté la bonne conduite à tenir sur un morceau de papier. Il m'a fallu 5 ou 6 secondes pour réagir. On pouvait continuer si cela ne se reproduisait pas. Jack Garman confirme que si l'alerte ne se manifeste pas de nouveau, la mission peut continuer. Mais le problème ne va pas disparaître. Le radar d'atterrissage continue à surcharger l'ordinateur. Après que les arrière-troupes, pour ainsi dire, nous ont conseillé de continuer, nous nous sommes un peu calmés. Mais une autre panne s'est produite. Et cette fois, elle était plus importante. Quand ça s'est reproduit, j'étais bien sûr un peu inquiet, nous l'étions tous. Allait-elle se produire souvent? L'ordinateur allait-il perdre le contrôle et cesser de commander le module? C'était un peu stressant. L'ordinateur plonge le module dans le chaos. Neil Armstrong décide de passer outre et bascule en mode manuel.
Mais entre-temps, le module s'est écarté de sa trajectoire. Nous étions encore à 5 ou 7 minutes de l'alunissage. Nous suivions ce que faisait l'équipage. Il avait compris qu'il n'était pas au-dessus du site prévu. Il allait devoir guider le module. Neil faisait plus attention que moi. Il regardait par le hublot. On voyait des cratères défiler, mais peu d'entre eux étaient identifiables. Neil m'a dit « Je pense que nous sommes allés trop loin ». Le module est perdu, mais ce n'est pas tout. Le réservoir du moteur de descente affiche un niveau dangereusement bas. La partie la plus risquée de la mission s'est poursuivie. Normalement, par rapport aux simulations, nous aurions touché la surface en 10 minutes. Puis mon contrôleur m'a informé du niveau plus que bas de carburant. Nous savions par expérience et à cause du concept qu'il nous restait 2 minutes de carburant avec une poussée moyenne à 30%. Le module est encore à 150 mètres et il fonce en terrain inconnu. La situation est plus que critique. Nous n'avions jamais connu ça à l'entraînement. On a déclenché un chrono dans la salle de soutien. Un contrôleur annonçait combien de secondes de carburant il leur restait. Mon responsable des communications avec le module a demandé le silence. À cet instant, la tension a commencé à monter. Neil Armstrong savait que le niveau de carburant baissait rapidement. Il devait trouver un endroit sûr pour se poser. Il a regardé par le hublot et a vu un cratère de la surface d'un terrain de football entouré de rochers de la taille de petites voitures. Et c'est là que l'ordinateur les conduisait. Avec si peu de carburant, les astronautes sont face à un dilemme. Le plus facile consistait à ralentir la vitesse de la descente et de survoler les obstacles. Mais cela a pris plus de temps, entraînant un surplus de consommation et une réduction de la quantité de carburant. Nous avons entendu qu'il restait 60 secondes et nous avons informé l'équipage. Je me souviens que nous étions à un peu plus de 30 mètres. Sans vouloir déconcentrer Neil, je lui envoyais des signes, lui indiquant qu'il fallait se poser le plus vite possible. Je regardais la vitesse de la descente et je n'arrêtais pas de me dire que ça allait être serré. Lors des entraînements dans les simulateurs, on avait toujours dit que s'il y avait moins de 30 secondes de carburant, il devait abandonner. Mais à travers ce petit hublot, Neil Armstrong voyait la surface de la Lune se rapprocher. Il savait que s'il continuait, il y arriverait. Je voyais l'ombre du module s'agrandir parce que le soleil était derrière nous. Nous nous sommes approchés de plus en plus et la poussière a commencé à se soulever. Lorsque le module a atteint le sol lunaire, il ne lui restait que 15 secondes de réserve de carburant. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Thank you. You're looking good here. Ce n'est qu'après avoir vérifié tous les systèmes que l'équipe au sol prend conscience qu'elle vient de frôler une catastrophe. Tout semblait se dérouler au ralenti. On maîtrisait ce qu'on faisait, mais après on a tous failli s'évanouir en réalisant le danger. J'en étais malade, je tremblais. Après toutes ces années de travail, je ne m'étais jamais préparé physiquement pour ce grand moment.
Nous avions prévu que l'équipage dormirait après s'être posé sur la Lune, mais l'adrénaline coulait à flot. Personne ne voulait dormir. Buzz Aldrin et Neil Armstrong enfilent aussitôt leur épaisse combinaison. Ils se préparent à entrer dans l'histoire. Le monde attend de voir apparaître Neil Armstrong, mais personne ne sort. Tout le monde ignore que le moment de triomphe des astronautes est retardé, parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir l'écoutille. Nous n'avions pas réalisé à quel point il fallait que la pression baisse à l'intérieur du module. En général, il faut un certain temps pour que la valve réduise la pression. Nous avons essayé de tirer sur l'écoutille sous le panneau de bord, mais elle refusait de s'ouvrir. Neil, this is Houston. What's your status on hatch opening? Houston, what's it? Push out. It's unlocked. It's unlocked, yeah. Unlocked. Great, to tug on that thing. Buzz Aldrin tire finalement sur la trappe peu solide pour égaliser la pression. Quand elle s'ouvre, la Lune est à leur portée. The hatch is coming open. Neil Armstrong s'apprête enfin à poser un pied sur la Lune. Le monde entier attend avec impatience ses premières paroles. J'étais de tout cœur avec ce pauvre homme. On lui avait suggéré des tas de choses à dire. Il y avait des passages de Shakespeare, des citations de la Bible, des vers de poésie. Mais une fois sur la Lune, il a eu tout le temps de penser à ce qu'il allait dire. That's one small step for man, one giant leap for mankind. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. C'est une phrase magnifique. C'est très symbolique et très bien dit. Ces mots étaient superbes. Ils reflétaient le premier mouvement de l'humanité sur une autre planète. Okay, ready for me to come out? All set. 15 minutes plus tard, Buzz Aldrin quitte le module pour rejoindre Neil Armstrong en surface. Il s'assure de ne pas faire la moindre erreur qui pourrait leur être fatale. J'étais le dernier à sortir. Je devais partiellement fermer la trappe et m'assurer de ne pas la verrouiller. S'il y avait eu une fuite et qu'elle s'était fermée, il aurait été très difficile de l'ouvrir de l'extérieur. Pour la première fois, des astronautes vivent la réalité d'être sur la Lune. J'étais debout dans la gravité lunaire sur la très douce poussière d'environ 3 cm d'épaisseur. Je n'ai pas ressenti de sensation différente d'un endroit à l'autre. La surface était assez lisse. Je n'ai pas eu de mal à soulever les pieds et à faire des pas. On voyait très nettement l'horizon, car il n'y a pas d'atmosphère. On voyait les objets très clairement. Pour décrire au mieux ce qu'on voyait, j'utiliserai les mots « désolation totale ». Il n'y avait absolument aucun signe de vie. Le principal intérêt scientifique des pas sur la Lune consistait à rassembler des échantillons. Il y avait 2 boîtes en aluminium prévues à cet effet. Les astronautes devaient les remplir d'échantillons de poussière et de roches et les ramener sur Terre. Nous allions les analyser et déterminer ce qu'ils pouvaient nous raconter sur l'histoire de la Lune. Les astronautes ont également installé un sismomètre pour détecter des tremblements et une éventuelle activité géologique sur la Lune. Tandis que Neil Armstrong a du mal à effectuer ses travaux scientifiques,
Des millions de spectateurs ont l'impression que Buzz Aldrin sautille sans but précis sur la Lune. Nous pouvons désormais révéler la vérité derrière ce comportement étrange. Buzz avait décidé de tester la locomotion sur la Lune. À vrai dire, il avait prévu de le faire avant le vol. C'était un objectif spécifique. Il y avait de nombreuses images nous montrant en train de marcher lentement. Je voulais essayer de faire une sorte de saut de kangourou, de me retourner comme le fait un cheval avec ses pieds de devant. Ce mouvement, en 2 temps, m'a permis de bien contrôler ma démarche sur la Lune. La balade de Buzz Aldrin est interrompue par l'appel le plus lointain de l'histoire. Le président Nixon les appelle depuis la Maison-Blanche. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. On s'attendait tous à ce que Nixon appelle les astronautes. Il s'agissait d'une importante séance de photos sur le plan international. Et les hommes politiques ont besoin de profiter de ce genre d'opportunité. Nixon ne tarde pas à profiter de l'intérêt du monde entier pour cet événement. Mais en coulisses, il est soucieux. Quelles sont les chances de retour? De tous les dangers, l'étape suivante de la mission est certainement la plus risquée. Une fois de plus, le module lunaire est au cœur du problème. Nous étions sérieusement inquiets, car le concept du module lunaire ne prévoyait qu'un seul moteur pour quitter la surface de la Lune. Lors de vols d'essais précédents, le moteur avait causé des soucis. Sur les 6 essais dans l'espace, le moteur d'ascension a échoué 3 fois, d'une manière ou d'une autre. Il y avait donc 50% de chances que le moteur fonctionne comme prévu. Si pour une raison quelconque, le moteur d'ascension ne fonctionnait pas, il n'y avait aucun moyen de sauver l'équipage. Il était condamné. Nixon était si inquiet à l'idée que les astronautes puissent rester bloqués que ses conseillers lui préparent un discours pour être diffusé dans le monde entier. Ce document confidentiel est resté dans les archives du gouvernement pendant plus de 30 ans. On pouvait y lire: Le destin a décidé que les hommes qui sont allés sur la Lune pour l'explorer en paix y resteront pour y reposer en paix. Ces hommes courageux, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, savent qu'il n'y a aucun espoir de les récupérer, mais ils savent aussi... Buzz Aldrin et Neil Armstrong n'auront toutefois jamais cessé d'espérer. Au lieu de s'inquiéter, nous nous sommes dit que nous réglerions les problèmes le moment venu. Nous aurions travaillé de notre mieux pour trouver une solution jusqu'à ce qu'on manque d'oxygène et qu'on s'endorme. Préoccupés par la possibilité d'une panne de moteur, les astronautes regagnent le module après une sortie de 2 heures sur la Lune. Ils font une choquante découverte. En regardant la poussière lunaire sur le plancher du module, j'ai aperçu un objet qui ne devait pas être là. La pointe cassée d'une manette de mise à feu. Dans l'espace étroit du module, son épaisse combinaison a cassé le bouton pressoir indispensable à la mise à feu du moteur. Houston, Tranquility, do you have a way of showing the configuration of the engine arm circuit breaker? Because the end of it appears to be broken off. Je voyais qu'une pièce cassée était coincée à l'intérieur. Pour décoller et rentrer à la maison, il fallait pourtant enfoncer le bouton pressoir pour la mise à feu du moteur. Nous nous sentions bien seuls. Nous savions aussi que jamais auparavant, le monde entier n'avait eu les yeux rivés à ce point sur des hommes. Mais nous savions aussi qu'aucun être humain n'avait jamais été aussi loin de la Terre.
La salle de contrôle ne peut pas les aider. S'ils ne pouvaient pas mettre à feu le moteur grâce à une astuce, personne ne pourrait les sauver. Les astronautes doivent trouver une solution en utilisant les outils disponibles à bord. À ce jour, Aldrin chérit encore l'objet qui leur a sauvé la vie. Voici le souvenir qui représente la solution de notre problème crucial. Lors du compte à rebours, j'ai utilisé un des stylos que nous avions à bord. Sa pointe n'était pas en métal. Nous l'avons utilisé pour enfoncer le disjoncteur. Aldrin enfonce son stylo dans l'emplacement de la manette de mise à feu. Avec Armstrong aux commandes, le moteur démarre et toute l'équipe de la mission retient son souffle. 9, 8, 7, 6, 5, fourth stage, engine arm ascent, proceed. Beautiful. 26, 36 feet per second up. 5 for the pitch over. L'ingéniosité d'Aldrin sauve les deux hommes d'une mort solitaire. À présent, l'équipage a rendez-vous avec le module de commande en orbite, loin de la surface. Okay, Mike. I'll try to get position here, and then you got it. Ce n'est qu'après avoir accompli cette manœuvre que l'équipage commence à croire qu'Apollo 11 pourrait les ramener sains et saufs, ainsi que leur précieuse cargaison. Quand nous avons quitté l'orbite lunaire, nous avons enfin ressenti la sensation réconfortante de retourner sur Terre. On se réjouissait de rentrer à la maison et de faire la fête. Mais tout n'est pas gagné. 8 jours après le début de leur mission, l'équipage d'Apollo 11 s'approche de la Terre et se prépare à surmonter l'ultime danger, la rentrée dans l'atmosphère. Si l'angle d'approche n'est pas extrêmement précis, le module pourrait brûler ou simplement rebondir dans l'espace. Si nous nous étions approchés à un angle trop aigu, nous aurions généré des forces G trop fortes et des températures trop élevées. Si nous étions rentrés à un angle trop plat, nous n'aurions pas ralenti en dessous de la vitesse orbitale, nous aurions regagné de l'altitude et nous serions repartis dans l'espace. Dans ces conditions, nous n'aurions pas eu assez d'oxygène pour retenter une rentrée. La chaleur intense de la rentrée dans l'atmosphère provoque une interruption des communications. Pendant 4 longues minutes, personne au sol ne sait si le petit vaisseau a survécu aux températures extrêmes. Au large d'Hawaï, Nixon attend la prochaine séance de photos à bord de l'USS Hornet. At blackout, we were showing velocity 36,237 feet per second. Range to go to splash 1,510 nautical miles. We were excited. Apollo 11, this is Hornet, over. Apollo 11, this is Apollo 11, reading your last clear. À 4500 mètres, les 3 parachutes se déploient. Contre toute attente, Apollo 11 rentre à la maison. À environ 3000 mètres, nous pouvions sentir l'air salé. C'était un signe de bienvenue à la maison. Dans mon esprit, j'entendais les mots du président Kennedy. Nous choisissons d'aller sur la Lune. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Tous les incidents, les dysfonctionnements de l'équipement, les erreurs humaines qui ont presque coûté la vie à l'équipage sont vite oubliés. Les premiers pas de l'homme sur la Lune sont un succès. La NASA se croit invincible. On sentait nettement que peu importait le défi, on pouvait tout réussir. Vous voulez qu'on aille sur Mars, on le fera. Vous voulez qu'on construise une station spatiale, pas de problème. Vous voulez qu'on construise une navette spatiale réutilisable, on peut le faire.
Mais plus de 30 ans plus tard, face à la réalité de missions ayant échoué dans l'espace, les hommes de l'équipe d'Apollo 11 comprennent à quel point ils ont eu de la chance. Si on proposait à quelqu'un d'aller sur la Lune, comme on l'a fait en 1969, on nous rirait au nez. Et on nous dirait qu'on n'y arriverait pas, que c'est trop risqué. Les voyages dans l'espace sont très dangereux. Il a fallu prendre d'énormes risques pour réussir cette mission. La plupart des équipages s'accorderaient à dire que si on n'avait pas arrêté le programme Apollo quand on l'a fait, on aurait sûrement perdu des vies. Malgré les dangers au lancement, les rencontres avec un ovni, les problèmes de carburant, les bugs informatiques et la nécessité de sauver la mission avec un stylo, il y a un homme qui n'a jamais envisagé la possibilité d'un échec. Je ne regarde pas en arrière en me félicitant d'avoir participé à une entreprise risquée. Nous avons pris des décisions audacieuses. Certaines choses auraient pu mal se passer, et ce fut parfois le cas. Mais nous avions une équipe de pionniers sacrément doués. Je reconnais avec stupéfaction que c'est grâce à leur travail que j'ai pu aller sain et sauf sur la Lune et que je suis encore là aujourd'hui. Et ce n'est qu'aujourd'hui que l'on peut vraiment mesurer à quel point Apollo 11 a vraiment frôlé la catastrophe.